Radio Grand Lac, votre radio. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Le grand bain de l'écho. Plongez dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Bien le bonsoir sur Radio Grand Lac dans le grand bain de l'écho pour cette dernière levée du mois d'avril avec Marc de Butet. Bonjour Marc. Bonjour Benjamin. Bonjour à toute l'équipe de Radio Grand Lac présente ou un petit peu plus éloignée en cette période, alors pas tout à fait printanière, même si aujourd'hui on a la chance d'avoir un peu de soleil, et puis cette période également de congé qui ne nous empêche pas, au contraire, de poursuivre nos activités. Le mois de mai sera un petit peu plus perturbé sur le front des émissions avec notamment, vous l'aurez peut-être remarqué, si vous avez le calendrier à portée de main, un 1er, un 8 et un 26 mai, je crois, qui seront des jeudis. Donc nous ne nous retrouverons qu'une seule fois au mois de mai, mais ce sera pour mieux nous retrouver ensuite au mois de juin. Dans l'immédiat, je suis très heureux d'accueillir mon ami, mon compère de longue date, si j'ose dire, Marc de Butet, alors qui est d'abord un savoyard, je dirais même un savoisien de longue date, puisque la famille de Butet est une famille savoyarde parmi les plus anciennes, qui a une histoire savoyarde et une histoire également au Bourget du Lac. Et je pense, Marc, on va commencer par ces quelques présentations et par cette implantation de la famille au Bourget du Lac. Ben oui, Benjamin, en effet, j'ai la chance d'appartenir à une famille dont, grâce au fait que la Révolution n'est pas tout effacée, on peut retracer depuis les premiers un état civil qui est bien détaillé. Et en effet, ma famille qui est originaire d'Ugine, mais qui s'est tout de suite implantée à Chambéry, puis au Bourget du Lac au XVIIIe siècle. Donc c'est donc un territoire, et merci de m'avoir invité à Radio Grand Lac parce que c'est vraiment un territoire auquel je suis extrêmement attaché et depuis tout petit. Ouais, tout à fait, absolument. Alors, petite précision, et d'abord, on va profiter de ce petit rappel historique et géographique de notre beau département pour saluer nos amis uginois, un petit peu plus loin, mais très présent dans nos cœurs, qui est l'ancre familiale, si j'ose dire, voilà. Venu s'installer ensuite à Chambéry, et puis donc au milieu du XVIIIe siècle, au Bourget du Lac, dans une très très belle demeure familiale, située en plein centre du bourg, voilà. Donc c'est maintenant il y a une légende qui court absolument autour de cette maison, puisque c'est la maison forte d'Entremont, c'est son nom officiel, qui a été revendue il y a maintenant une grosse dizaine d'années, et dans lesquelles des fouilles archéologiques préventives ont été faites, et on a découvert une nécropole du IIIe siècle après Jésus-Christ, avec 65 personnes identifiées. Enfin, c'est remarquable. Et je recommande à tout le monde de lire un petit peu la littérature sur l'archéologie préventive, et notamment les découvertes qui ont été faites au Bourget du Lac. Donc, sous les pieds de là où je jouais tout petit, on a trouvé une nécropole, un four à chaud, des bâtiments dont on ne connaît pas encore tout à fait l'utilité, mais vraiment une activité importante, probablement lacustre, qui date donc de 300 ans après Jésus-Christ, où on n'est pas très sûr avec précision, mais voilà, ça fait donc quelques années. C'est incroyable, et effectivement, on est quelques siècles avant Lamartine, si j'ose dire. Le temps n'avait pas suspendu son vol pour autant. Mais... Quelques siècles avant les thermes, la reine Victoria, bref, toute l'histoire, mais là en l'occurrence bien plus ancienne, d'Aix-les-Bains, du Bourget du Lac, et de tout ce qui entoure notre beau territoire. Marc, on va, puisque nous sommes dans une émission économique, et après avoir fait ces présentations qui m'apparaissaient essentielles, évoquer ton parcours, un parcours qui a commencé et qui s'est toujours déroulé en Savoie, même si tu as bien évidemment été amené à bouger un petit peu dans l'exercice de tes fonctions. Lorsque j'ai fait une brève présentation de ton parcours sur les réseaux sociaux hier soir, je me suis souvenu que tu avais été à la fois un acteur du financement d'entreprise, on y reviendra tout à l'heure,
à travers une longue séquence d'une bonne quinzaine d'années dans le réseau Entreprendre Savoie, qui s'appelait d'ailleurs à l'époque Savoie Entreprendre. Absolument, c'était si j'ose dire, dit à l'inverse. Voilà, mais là, je veux rendre hommage, d'ailleurs, si tu me le permets, bien sûr, à des acteurs de l'économie qui ont vraiment été visionnaires. Et il y avait notamment Jean-Albert Coran, qui était le patron de la SATM à l'époque et qui a été ultérieurement le patron du COJO. Donc on a vu Edgar Gros-Piron hier et c'est marrant de voir qu'il y a une trentaine d'années. Absolument. Il y a une trentaine d'années, donc cette personne visionnaire à qui je rends hommage, Jean-Albert Coran, qui avait été donc le patron du COJO et le co-créateur avec une poignée d'entrepreneurs. Et je veux citer Jean Clochet qui était le patron de Routin. Absolument. Je veux citer également et que Dieu l'ait en sa mémoire, mais ce regretté Jean-Marc Folliet, qui était le dirigeant de Folliet, qui est mort dans un accident de montagne, mais pareil, qui avait retroussé les manches pour créer cette association. On en reparlera un peu après. Absolument, tout à fait. Parce qu'il y a vraiment des belles personnes qui ont présidé, qui ont été bénévolement à mes côtés pour pousser la création et la reprise d'entreprise. Absolument, ça nous permettra d'évoquer, le cadre de cette aide à la création ou à la reprise d'entreprise qui a été, j'allais dire, le cadre de ton activité professionnelle pendant de nombreuses années. Exact. Tu as été également un entrepreneur et tu nous en parleras. Tu as eu également des fonctions jusque récemment dans, on va dire, l'économie renouvelable, l'économie durable et solidaire. Et solidaire, pardon. Tu as raison de l'ajouter. Et puis tu as une histoire dans le monde associatif, ou plus exactement une expertise et un accompagnement dans le monde associatif, puisque alors nous avons le bonheur et la chance de partager le conseil d'administration, pas simplement nous, bien naturellement, nous sommes beaucoup plus nombreux, mais nous avons le bonheur de partager, de siéger au conseil d'administration et de participer aux belles œuvres de cette magnifique association qui accueille d'ailleurs en ce moment le salon Alpipro qui est dédié au métier des professionnels de la montagne. C'est un salon qui s'est ouvert hier et qui, je crois, clôturera ou fermera ses portes ce soir. C'est un très beau moment, effectivement, dans le calendrier des activités de Savoie Expo. Et puis, tu es également, et on en dira un mot, même plus qu'un mot, un administrateur historique de la Fondation du Bocage, qui, je dirais, est une institution chambérienne, mais bien au-delà, une institution savoyarde, alors une institution ecclésiastique, bien sûr, mais bien au-delà et bien plus que cela, un établissement d'enseignement, un lieu d'excellence pour la culture. Je crois que cela méritera beaucoup plus qu'un mot et même que 2 ou 3 mots. Je pense qu'en effet, on mettra un bel éclairage sur le rayonnement et qui est particulièrement en vedette d'actualité actuellement, puisque on va bientôt participer aux cérémonies de béatification du fondateur de la Fondation du Bocage, Camille Costa de Bourgard, vieille famille de Savoie aussi. Absolument, tout à fait, dont le nom fleurit, si j'ose dire, un certain nombre de voix. Exactement. Et d'autant plus qu'il a tout à fait sa place dans une émission économique, car au-delà de son titre d'ecclésiastique, il a été un chef d'entreprise visionnaire et remarquable sur une fondation qui a maintenant une centaine d'années et qui est toujours debout et qui est toujours en croissance. Tout à fait, tout à fait. Et qui aujourd'hui développe une activité notamment de culture, de paysage et de pépinière qui est aux côtés de son activité historique, qui est celle d'accueillir des orphelins, au départ des orphelins de la Savoie, et maintenant des jeunes qui ont moins de chance que nous, Benjamin, c'est-à-dire qui sont en rupture de famille ou dont les familles ont des difficultés, et donc elles sont les fratries ou ces jeunes qui sont accueillis dans le cadre de la PJJ, portée par le département et la protection judiciaire de la jeunesse. Très bien, Marc, on en parlera dans la seconde partie de l'émission. Entendez. On va commencer par, j'allais dire, tes activités primitives, un petit peu la façon dont tu es né au monde de l'économie, alors à travers tes études, bien sûr, à travers ton investissement dans le monde de l'économie, comme un certain nombre
de jeunes étudiants dynamiques. Il y a quelques années, tu t'es investi, je crois, dans la Jeune Chambre économique Exactement. de Chambéry. Voilà, absolument. J'étais, puisque mes premières années professionnelles se sont passées sur Lyon, et j'ai saisi la première opportunité pour pouvoir rejoindre ma Savoie préférée, ma Savoie de cœur. Et en effet, quand je suis arrivé, je suis revenu en Savoie. J'ai voulu m'investir à la fois pour avoir un réseau d'amitié, un réseau de coopération, un réseau de solidarité, et je me suis investi, et je recommande à tous les jeunes qui ont moins de 40 ans, puisque c'est c'est la limite légale, mais de vous investir dans ce beau mouvement qui est la Jeune Chambre économique, qui permet à des citoyens engagés, de créer des idées, de développer des projets. Des connexions, des synergies. Voilà, exactement. Entre des métiers qui participent de la création et du développement économique. Exactement, et d'apprendre à travailler ensemble avec parfois des idées totalement différentes, mais pour le bien de la société. Donc voilà, ça c'était en effet, merci de le souligner, mon premier engagement au travers de ce mouvement de la Jeune Chambre économique, qui est un mouvement d'ailleurs international. Absolument. Et dont la présidente, une des présidentes nationales était Linda Profit, qui est une Aixoise. Tout à fait. Je tiens à le souligner. Oui, absolument, tu as raison de le rappeler. Voilà. Donc ça, c'est la première expérience. Tes études, tu peux peut-être nous en dire un mot. Elles ont été relativement, on va dire, rapides, parce que je suis plus proche de l'autodidacte que des études. C'est important de le dire. Voilà, j'ai eu une charge de famille assez rapidement, et donc je me suis investi tout de suite dans la vie économique. Plutôt dans des activités, on va dire, commerciales, notamment dans la grande distribution. Donc, j'ai goûté à la grande distribution, puis ensuite le développement d'agences de travail temporaire, où là, j'ai appris vraiment ce que c'était que la connexion et à commencer à aider les autres, puisque le métier, c'est d'une part, d'assurer la variabilité de la charge humaine dont a besoin une entreprise, et en même temps, de mettre le premier pas à beaucoup de jeunes, également, sur une activité professionnelle. Donc certains qui ont malheureusement comparé parfois le travail temporaire à l'esclavagisme se mettent sûrement le doigt dans l'œil bien loin, parce que le travail temporaire, ça sert d'abord et avant tout à être une première activité à des gens, ou à pouvoir essayer également de nouvelles activités, mais je pense qu'on est loin, de l'image noire qu'on peut en avoir, et ça a été vraiment pour moi l'occasion d'approcher, parfois des gens qui étaient dans la difficulté, mais de pouvoir les aider à passer sur un tremplin. Je te remercie de faire ce petit focus sur le travail temporaire. Je pense que c'est important, et je pense qu'il est effectivement temps de mettre fin à un certain nombre d'images d'Épinal. Moi, j'ai toujours été persuadé en tant que professionnel, et puis aussi pour avoir recouru ponctuellement avec bonheur, en tout cas avec efficacité, au service du travail temporaire. Ce sont des professionnels, qui connaissent parfaitement leur métier et qui sont, à mon sens, des acteurs indispensables. Alors en termes de variables d'ajustement, mais c'est pas une expression qui est négativement connotée. C'est pas un gros mot, si j'ose dire. Dans un certain nombre d'entreprises industrielles, et on en a. Alors on va pas les citer, bien évidemment, même si on a un certain nombre de partenaires de Radio Grand Lac, et puis on a un certain nombre de grandes entreprises industrielles. On a un certain nombre de grandes entreprises du bâtiment qui ont besoin de faire appel aux expertises et aux connaissances, aux compétences, aux carnets, entre guillemets, d'adresses de ces entreprises de travail temporaire, pour trouver des salariés qualifiés, d'ailleurs dans toutes les catégories professionnelles. Et je pense que c'est plutôt opportun de leur rendre cet hommage. Et je dois te dire d'ailleurs que je ne connaissais pas cet aspect de ta vie professionnelle, ou plus exactement, je ne savais pas que tu avais œuvré dans le travail temporaire. Et je trouve que cette évocation est tout à fait utile dans une émission placée sous le signe de l'économie. Et alors, je rajouterais, pour compléter et peut-être pour terminer sur le travail temporaire, mais j'ai eu la chance de monter la première agence en France qui dédiée au métier du tertiaire et des hautes qualifications, bureaux d'études, etc., sur un technopôle.
Et bien entendu, c'était sur Savoie Technolac, donc qui est sur le territoire de Grand Lac. Eh ben, voilà. je pense qu'effectivement l'évocation prend fin avec bonheur, avec cette illustration qui est tout à fait à propos et opportune. Voilà, on peut embrayer après. La suite des événements, absolument. Voilà, sur Savoie Entreprendre de l'époque, Bon. qui comportait d'ailleurs les 2 départements de Savoie et de Haute-Savoie. Et je suis arrivé à peu près au moment de la scission ou de l'essaimage. C'est plus positif. Avec un président qui s'appelait Jean Clochet, donc justement qu'on a déjà cité. On va rappeler qui est Jean Clochet. Jean Clochet, donc vieille famille également de Savoie, et donc qui présidait aux destinées de Routin. D'une part, ça c'était sa partie professionnelle, mais il a été également président de la Banque Populaire de Savoie. Il a été également président de Natixis. Donc vraiment qui est le groupe auquel appartient, je crois, la Banque Populaire. La Banque Pop et la Caisse d'épargne. Absolument. Voilà. Donc vraiment quelqu'un qui avait une haute vision et des conseils très précieux à donner aux ce qu'on appelle créateurs. un capitaine d'industrie. Voilà, ça a été effectivement l'un de nos plus éminents représentants aux côtés du président de SATM que tu évoquais tout à l'heure, aux côtés également de Jean-Marc Follier, le regretté Jean-Marc Follier, ce qui est également l'occasion de saluer son frère Bernard qui préside aux destinées de l'entreprise. Et du MEDEF. Et du MEDEF de la Savoie. Ouais, absolument. Ouais. Et je salue d'ailleurs sa déléguée générale, Marine Cocan. Voilà. On pourra peut-être rajouter d'ailleurs que à la même époque, on avait une sorte de trium, non pas Wirat, mais dans tout cas un trio plus exactement d'entrepreneurs, puisqu'on avait Yves Toublanc, qui était un industriel. Absolument. Qui était lui président de la Caisse d'épargne. Auvergne-Rhône-Alpes, au fond, ou Rhône-Alpes. Absolument. Et René Caron, qui était au Crédit Agricole. Donc, les grandes banques mutualistes étaient tenues par des Savoyards. Oui, absolument. On peut le signaler. Oui, tout à fait. Oui, ce sont trois éminents représentants de notre département, 3 grands, si j'ose dire, capitaines d'industrie, en tout cas 3 grands dirigeants, et une pensée, bien évidemment, pour eux-mêmes et pour leur famille. Voilà. Alors, c'est quoi Savoie Entreprendre, aujourd'hui le réseau Entreprendre, qui est une institution à caractère national. Exactement. Alors, peut-être, petite anecdote, en 1986, les femmes françaises ont arrêté de tricoter. Sans blague. Et un qui a été vraiment dans la misère à ce moment-là, c'était le patron de fil d'art, qui s'appelait André Mullier, grande famille du Nord, et qui avait qui présidait lui aux destinées de fil d'art, qui a dû mettre au chômage 600 personnes à ce moment-là, et ça lui a brisé le cœur. Donc il a réuni ses associés familiaux, ses cousins, etc., dont l'ineffable Gérard Mullier, mais il y a beaucoup de ses cousins tout autour, et ils se sont dit, si on n'arrive pas à créer des emplois, on va créer des employeurs. C'était ça la baseline en fait qu'ils ont fait au départ pour créer Nord Entreprendre. Et Jean-Albert Coran, qu'on avait déjà cité, a entendu parler de cette initiative, est allé voir et il a dit: est-ce que vous me permettez de faire la même chose en Auvergne-Rhône-Alpes, enfin en Rhône-Alpes à l'époque. Et il a dit: ouais, vous pouvez, essayez toujours, je vous aiderai bien, je vous donnerai un coup de main pour monter cette initiative qui prenait vraiment essor dans le Nord. Et Jean-Albert Coran a commencé à monter ça à Lyon, puis en Savoie, dont il était originaire, et c'est comme ça que ça a essaimé. Donc on a été la première association essaimée de Nord Entreprendre. Alors c'était à l'époque... En quelle année à peu près? 86. En 86. Alors 86, c'est la création, dans le Nord, et 92 à Lyon. D'accord. Et 99 en Savoie. Et 99 en Savoie, donc au moment de ce que tu qualifiais de d'essaimage, c'est-à-dire effectivement de séparation des activités savoyardes et hautes-savoyardes. Ce qui répondait à une certaine logique au regard tout à fait. Effectivement du nombre de dossiers qui étaient à financer. Alors le principe du réseau Entreprendre en général, c'est d'aider des chefs d'entreprise qui aident des créateurs d'entreprise. C'est ça le principe. Et qui les aident à la fois financièrement,
on va dire que c'est à la marge, hein, c'est un prêt d'honneur, donc c'est un prêt qui est fait à la personne. Alors attention, hein, on va pas confondre, plus exactement faire de confusion. Le prêt d'honneur, c'est D''honneur. Voilà, oui, exact. Le prêt un prêt sur l'honneur. Voilà. Exactement. Un prêt c'est sur un prêt sur l'honneur, c'est-à-dire qu'il est fait à la personne et non pas à l'entreprise. Et de manière à pouvoir conforter les fonds propres qu'il apporte au départ pour la reprise ou pour la création de son entreprise. Et ce prêt, donc, il est remboursable avec un différé en plusieurs années. Et parallèlement, il y a également le prêt de compétences. Et donc, ce sont des chefs d'entreprise qui bénévolement viennent mentorer, je veux pas te dire coacher parce que le mot est un petit peu galvaudé, mais voilà, qui viennent aider, assister, donner la main, faire un bout de chemin côte à côte. Mais dans tous les cas, ça n'est pas entre guillemets du parrainage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion hiérarchique. Il y en a un qui connaît plus que l'autre. Non, c'est un bout de chemin ensemble, l'un avec l'autre. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. Et aujourd'hui, Réseau Entreprendre, c'est vraiment une marque reconnue, absolument, une marque de réussite également. Les projets accompagnés ont en général 80% de réussite, de viabilité, donc, sur le long terme, ce qui est plutôt un gage de qualité par rapport à des gens qui partiraient tout seuls en disant je sais tout faire, il n'y a pas de souci, ou qui ne connaîtraient pas le dispositif. Alors, c'est une très très belle famille à laquelle tu as appartenu pendant, je disais, 8 ans, à vrai dire. Pendant 8 ans, pardon, j'étais un petit peu trop optimiste, mais en réalité, tu as, si j'ose dire, toujours l'ADN naturellement du réseau Entreprendre. Tu as d'ailleurs, parce que, alors c'est pas bien évidemment une nécrologie, mais je voudrais quand même qu'on rende hommage au président avec lequel tu as travaillé pendant de nombreuses années. On va rendre plusieurs hommages, Benjamin, parce que en effet, j'ai travaillé et j'ai mon cœur qui lui est viscéralement attaché avec Serge Palmire. Serge Palmire qui a été longtemps, qui faisait de la maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage en bâtiment, puis de la promotion immobilière au travers de la marque Palmire-Immo. Serge Palmire était un homme d'une générosité, d'une convivialité, d'une gentillesse. On a presque les larmes à l'œil parce que je l'ai très bien connu, et pour une raison qui est très simple, ça a été le promoteur de l'immeuble dans lequel je me suis installé avec mes associés, dans lequel on a fait une acquisition immobilière et qui nous a accompagnés en voisins d'abord parce que ces locaux étaient voisins des nôtres, et puis parce que on avait une relation qui était quasiment amicale avec lui. Bien sûr un homme d'affaires, mais un homme d'affaires bienveillant, et puis un homme d'affaires qui a consacré beaucoup de son temps à l'accompagnement des créateurs et des repreneurs d'entreprises. De son temps, il n'a compté ni son temps ni son argent. Il donnait parfois sur sa cassette personnelle pour aider des créateurs, pour donner des loyers gratuits, pour vraiment il était dans l'aide. C'est ce qu'il disait. Il disait moi j'aurais aimé trouver ça quand je me suis installé, et il a vraiment joint le geste à la parole. Absolument. Et malheureusement et voilà, il est malheureusement décédé trop tôt. Très tôt, très jeune malheureusement. Ouais. Et je voulais rendre hommage également à Jean-François Duprat, qui était le trésorier historique de l'association depuis la création, depuis 99. Il faisait partie également de la petite équipe qu'on a citée initialement. Et il était donc DAF au SAF hélicoptère, Jean-François Duprat. Et il est mort également dans les mêmes circonstances, en montagne, tout de suite après sa retraite. Il avait tellement donné pour les autres, et qu'il s'est éteint beaucoup trop vite. Donc je voulais vraiment qu'on leur tire pensée émue. Un petit pensée émue à eux, à leur famille bien évidemment, qu'on a bien connu également, et à leurs enfants en particulier. Tout à fait. On va marquer une petite pause avant de reprendre notre échange. On continuera ou on finira d'aborder ce monde de l'accompagnement, et puis on enchaînera avec la suite de tes activités, et en particulier celle qui t'a mené à la direction des chantiers valoristes. Absolument. Au cœur de la vie locale, Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget, Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Le grand bain de l'éco. Plongez dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac.
De retour dans le grand bain de l'écho, toujours dans le grand bain de la vie locale, avec Marc Debutet pour cette seconde partie d'émission. Marc, on a évoqué, j'allais dire, tes premières années, et un petit peu plus que ça, et on avait achevé cette première partie en évoquant ton implication dans le monde de l'accompagnement à la reprise et à la création d'entreprise, enfin plutôt à la création et à la reprise d'entreprise. Si on veut faire les choses dans l'ordre. Et maintenant au développement d'ailleurs. Et d'ailleurs au développement, absolument. On a rappelé que c'est une association qui œuvre de manière très efficace, puisque ses projets, ou plus exactement ses réalisations, sont matérialisés par des taux de réussite, de viabilité qui sont très importants. Donc ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas comparable au plan de redressement, bien évidemment, que l'on trouve dans les tribunaux de commerce, où on a affaire à des entreprises en difficulté qui, lorsqu'elles adoptent un plan de redressement, ont parfois des difficultés à les tenir, mais parce qu'elles ont un passif qui est important. Exactement. Ici, on n'est pas dans le cadre de la reprise d'une entreprise en difficulté, mais dans le cadre de la création d'une reprise, d'un concept, d'une idée, d'un fonds de commerce, et tous les moyens sont mis en œuvre naturellement pour viabiliser ces projets qui, pour certains, ont pris d'ailleurs des dimensions, des proportions très importantes. Il y a des belles réussites en effet dans les, et je peux pas tous les citer, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui avec une certaine notoriété et qui ont été accompagnées cocorico par le réseau Entreprendre, et notamment le réseau Entreprendre Savoie. Et de très très belles entreprises savoyardes, on peut vous le dire. Alors, j'allais dire que cette séquence importante de ta vie professionnelle t'a conduit à avoir quelques idées, ou plus exactement à te lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat, en tout cas de manière cette fois-ci très directe et opérationnelle. En effet, parce que comme tu le dis, j'ai été à force d'accompagner, puisque j'ai accompagné au total 110 dossiers, 110 projets, 110 chefs d'entreprise. C'est vraiment là-dessus que j'insiste, qu'on accompagne des hommes et des femmes dans le cadre de leur démarche d'entrepreneuriale. Et à force d'accompagner, de monter des projets, de les aider, de trouver des financements, de trouver des gens qui avaient des idées, des compétences, j'ai été atteint par le virus, non pas ni le chikungunya, ni la Covid, ça n'existait encore pas, par le virus de l'entrepreneuriat. Et j'ai fini par reprendre une entreprise du bassin, alors du grand bassin, on va dire, puisque l'entreprise était située à La Rochette. Elle existe toujours. Qui avait été créé par un lauréat que j'avais accompagné en 2007. Je m'en souviens très bien. Voilà. Donc vraiment la boucle était bouclée. Et donc cette entreprise fabrique toujours d'ailleurs, puisque je ne vais pas employer l'imparfait, mais à l'époque où j'ai repris, fabrique donc des palettes sur mesure pour une grosse cartonnerie de la région, et également des emballages industriels en bois sur mesure à destination des industriels plutôt régionaux, puisque les emballages vides ne se baladent pas trop. Et l'idée, c'était que que les industriels puissent avoir une protection et un moyen de manutention pour les machines, les biens manufacturés, les produits industriels qui étaient expédiés parfois à l'autre bout du monde. Et nous avons notamment emballé les machines les plus grosses, qui faisaient 20 mètres de long. Et là, c'est pareil, je vais tirer un coup de chapeau à quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier sur les gros emballages. C'est André Payerne, le père de Pierre-André Payerne, qui est le patron d'Actid maintenant. André Payerne, à l'époque, avait une énorme entreprise qui s'appelait Acros. Tout à fait. ABC, voilà, qui s'est appelé Cosmo, et Daniel Henschel à la fin. Mais André m'a dit, tu commences un truc, je vais te donner un coup de main, et c'est lui qui m'a qui m'a aidé sur les premières grosses commandes de monter des énormes
caisses. Donc juste la caisse pesait déjà elle-même 4 tonnes pour donner un ordre d'idée. Et ces machines étaient envoyées parfois à Hong Kong, en Malaisie, à l'autre bout du monde. C'est des broyeuses industrielles. Donc merci André Payerne pour ce coup de main. Et puis en même temps, un petit clin d'œil, je le referai tout à l'heure dans le cadre de la chronologie à l'association pour laquelle j'ai travaillé, à Ma Chance moi aussi. Absolument, tout à fait. Alors on parlait de capitaine d'industrie tout à l'heure. Savoyard, en voilà un qui a pour le moins compté. D'abord parce que son activité industrielle, tu as parlé d'Acros, on pourrait parler de des ateliers de construction du Mabaral, enfin de tout un groupe, si j'ose dire, industriel qui reposait quand même beaucoup sur la personne, sur j'allais dire le mode de fonctionnement un peu familial, mais encore une fois de manière le patriarcat qu'on aime, voilà, bienveillant. Voilà. Et on avait l'impression de rentrer, on quittait peut-être sa famille le matin, mais on rentrait dans une autre famille, et André avait une façon tout à fait particulière d'aimer les gens. C'est ce qu'il disait, du communiste au syndicaliste, en passant par tous les patrons. Il avait ce même langage direct. Et ben voilà, à un moment où j'ai démarré, il était là pour m'aider. Il a été là à d'autres moments dans ma vie pour m'aider. Et merci à lui aussi de ce caractère vraiment bienveillant, absolument. On va ajouter que André Payerne a été l'un des présidents les plus importants de l'association Savoie Expo, et qu'il a fait entrer Savoie Expo, je dirais, dans le monde moderne. Dans l'ère moderne. Dans l'ère moderne, voilà, avec des process d'entreprise. Absolument. Voilà. Et aujourd'hui, on a une association qui est de Savoie Expo, qui est avec un budget de 5 millions d'euros. Donc on est proche. Un acteur économique essentiel, effectivement. Et on est proche d'une entreprise et pas du tout de la petite association de boules du quartier, pour laquelle j'ai le plus grand respect, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Et ce qui nous permet d'associer bien évidemment à la présidence d'André Payerne, celle de Roger Rebu, qui lui a succédé, mon confrère Rémi Roger Rebu, et puis à Bernard Sevet, naturellement. Je vais revenir du coup sur Roger Rebu, parce que grâce à lui, j'ai pu reprendre cette entreprise Conserve Emballage, donc l'entreprise de palette, puisque c'est lui qui a d'une manière un peu magistrale et novatrice, qui a qui a permis de trouver des repreneurs pour Cascade La Rochette à l'époque. L'entreprise était au bord du dépôt de la faillite, absolument. Et il a trouvé des repreneurs canadiens qui ont remis l'entreprise sur les rails. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est une entreprise florissante. Absolument. Cascade La Rochette, qui ne porte plus ce nom-là. Non. Mais grâce à laquelle l'activité dans laquelle j'avais investi a pu permettre de se développer, puisque quand je l'ai revendue 5 ans après, elle avait doublé d'effectifs et de chiffre d'affaires. Ah oui, effectivement. Et donc, dans cette entreprise, tu as nécessairement, et tu nous l'indiquais tout à l'heure, appris à travailler à flux tendu, dans un contexte de grande tension, si j'ose dire, sur le plan des délais. C'est le cas de le dire, puisque en effet, comme tu le soulignes, les palettes étaient fabriquées à J+1. Donc on pourrait penser que c'est incroyable, qu'il n'y a pas de planification ni rien. Mais d'abord, les palettes vides prennent énormément de place, donc l'entreprise n'avait pas les moyens de les stocker. Et il y en avait 1300 qui étaient fabriqués tous les jours, et chacune a des dimensions différentes. Les cartons, en fait, sont fabriqués sur des bobines énormes, mais en revanche, les industriels qui les utilisent, notamment les fabricants de dentifrice, de produits pharmaceutiques, et j'en passe, de pâtes, de produits alimentaires, etc., demandent, eux, des coupes à la dimension, pour que que les pâtes soient emballées tout de suite. Et du coup, les palettes qui portent ce carton doivent être à la dimension pile poil du carton. Donc chacune des palettes, les palettes étaient pratiquement toutes différentes, et elles ne devaient être fabriquées que la veille. Donc en effet, source de tension. Donc quand vous avez une scie qui tombe en panne, vous avez intérêt à avoir soit les nerfs solides, soit, ce qui m'a fait, avoir une deuxième scie. Alors, ça, c'est une activité que tu vas développer, exploiter pendant quelques années.
Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Avec mon épouse. Avec Sylvie, Voilà, donc, absolument, voilà. tout à fait. Ouais, Voilà, c'était vraiment c'était une belle expérience. Belle expérience parce que c'est pas gagné, c'est exactement tout ce que je ne recommandais pas aux lauréats que j'avais accompagnés. Ouais. Hein, ne travaillez jamais en famille, etc. Et bien on l'a fait. Donc mon épouse est intervenue de manière, on va dire, ponctuelle. Quand je dis ça, c'était régulier, mais pas de manière permanente. Et ça nous a permis, de préserver à la fois, notre équilibre conjugal et en même temps, ça m'a enlevé beaucoup d'épines, et notamment les milliers de petites épines du quotidien qui parsèment, qui jalonnent la vie d'entrepreneur. En particulier certains aspects comptables. La comptabilité, mais en même temps les relations avec les clients, les livraisons au dernier moment, il faut emmener un camion avec une énorme roue, notamment pour des entreprises bien sûr. Eh bien, elle savait faire et à 6h du matin, on la voyait passer les péages avec des pièces qui étaient pas nécessairement au gabarit routier, on va dire, et elle savait faire et vraiment on a été très complémentaires pendant cette période-là. Donc une belle expérience, une expérience qui est quand même assez épuisante. Épuisante, ouais, on va dire que la charge mentale était vraiment la charge mentale importante en tout cas. Importante, mais bon, c'est lié à l'activité de chef d'entreprise et je pense pas que j'ai été soit plus épargné, soit plus privilégié qu'un autre. Dans tous les cas, c'est le rythme normal. Il faut qu'on pense à la fois aux hommes et aux femmes dont on a la responsabilité. Et j'étais très conscient, mais en même temps extrêmement fier quand j'ai donné les clés à mon successeur de faire vivre 25 familles dans le canton de La Rochette et de Pontcharrat. Et quand on se dit qu'on a une vraie utilité sociale au-delà de l'utilité industrielle, on est content le soir de se coucher en disant qu'on a fait le boulot. Mais donc ça c'était mon premier souci du quotidien, c'était le bien-être des gens et le fait de pouvoir faire vivre ces familles. Il y a tous les aspects, en effet, tu le soulignais, financiers, parce que la trésorerie, c'est l'oxygène ou le sang de l'entreprise. Hein, c'est vraiment nécessaire. J'étais bien formé pour que ça marche bien et ça s'est très très bien passé. Et puis après, il y a tous les aspects commerciaux. Donc le premier business du chef d'entreprise, c'est de vendre. C'est pas du tout ni de savoir acheter ni de savoir fabriquer. Hein, je le redis, il faut savoir d'abord vendre et le reste en découlera. On s'adapte. Voilà, exactement. Et c'est un métier, ça que je sais faire, que j'aime faire. Et ça, c'est le développement commercial a vraiment suivi. Et puis trouver les bons donneurs d'ordre. Tu en avais un qui était effectivement pas très loin de ton siège. Et j'ai eu plein de gens qui m'ont donné des coups de main, que ça soit de SKF, André Payerne et son inimitable chef d'atelier Philippe Chevalier, qui a été vraiment un gars que j'ai connu quand il travaillait chez Cosmo, qui a travaillé chez Produre après, donc encore une des entreprises d'André. Mais des gens qui m'ont vraiment aidé dans le démarrage de l'entreprise. Et puis je vais en reciter un qui m'a dit le jour où tu achètes ton entreprise, je serai ton premier client. J'ai dit non, pas chiche. Il s'agit de Xavier Gallo-Lavallée. Gallo-Lavallée, donc qui est le patron fondateur et développeur de MND, Montagne et Neige Développement, qui est vraiment devenu un ami et qui a d'abord été adhérent de Réseau Entreprendre, mais surtout qui m'a dit je serai ton premier client. Eh bien, le jour où j'ai repris l'entreprise, sur le fax, puisqu'à l'époque on avait encore des fax, est arrivée la première commande qui m'est tombée dessus. C'était MND qui me l'a passé, Xavier Gallo-Lavallée, au travers de son entreprise, et qui est demeuré un client fidèle. Et je lui ai emballé des énormes machines, notamment les Obélix, donc les exploseurs à hydrogène, qui sont pendus au bout des hélicoptères et qu'il envoyait en Nouvelle-Zélande, au Chili, etc., un peu partout. Et donc je lui fabriquais ces caisses tout autour. Donc il m'a fait confiance
confiance dans les premiers. Merci Xavier pour... C'est une belle pour ça. évocation Ouais. parce que MND est une entreprise qui a 20 ans d'existence et qui est une des fiertés de notre département, qui œuvre dans, alors historiquement, les remontées mécaniques, mais aujourd'hui bien plus que ça. On va dire tous les La sécurité, tous les métiers de la mobilité, de montagne ou de hauteur. Sécurité et le côté ludique de la montagne. Dans un environnement, un secteur qui est en constante évolution, bien évidemment, parce que les opérateurs économiques doivent s'adapter au changement climatique. Et MND, comme j'allais dire l'ensemble de ses partenaires et concurrents, doit s'adapter face à cette réalité économique et climatique. Voilà, grâce à lui, moi j'ai des caisses qui sont parties au Kazakhstan, en Azerbaïdjan, en Russie, notamment à Sochi pour les Jeux. Les Jeux Olympiques, Il y a eu beaucoup de choses. Voilà. Donc merci, un bon clin d'œil à Xavier et à son entreprise avec laquelle je souhaite longue vie. Très bien, effectivement, longue vie à MND. Et à l'ensemble des sous-traitants et puis des industriels savoyards. On dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup d'industries en Savoie, mais finalement il y en a quand même un petit peu. Il y en a plein. Il y en a historiquement, et puis j'allais dire qu'il y en a qui sont parfaitement prêts à reprendre le flambeau et nous le montrent quotidiennement. Tout à fait. Cette séquence est importante évidemment, et cette séquence elle prend fin alors en quelle année à peu près? Alors 2015. 2015, très bien, ouais. D'accord. Et tu rentres assez rapidement, alors dans un domaine qui est un domaine associatif, mais qui est... Alors avant, j'ai quand même une petite... Parce que ça s'est bien passé, en effet, pour la session de Combe Savon Balèche. Et très bien en même temps en termes humains avec mon successeur. Ouais. Et donc je me dis, il faut quand même que je m'occupe, et je rachète une petite entreprise à Annecy comment ça s'appelle, de réparation de matériel électroportatif pour le bâtiment. D'accord. Et pour laquelle ça se passe pas bien. D'accord. Et ça se passe pas bien parce que malgré tout ce que j'avais enseigné aux créateurs et surtout aux repreneurs d'entreprise, j'avais oublié de regarder l'homme clé d'une petite entreprise, parce que je voulais plus pour moi c'était à mon plafond de verre, pour 25 salariés, et je voulais une petite structure de 3-4 personnes. Et ce que j'avais trouvé, et en revanche il y avait un homme clé dedans qui possédait tout le savoir et qui lui-même avait un projet de départ. Donc il n'est pas parti en claquant la porte, mais voilà. Donc j'ai abrégé l'expérience, et au bout d'un an, j'ai fermé l'entreprise proprement avec les salariés. Ça s'est plutôt bien passé pour rebondir, en effet. Mais je voulais redire que le monde de l'entreprise, c'est ça. Hein. C'est le monde de l'entreprise, c'est également c'est des joies, des succès, mais également des échecs. Et ça permet de rebondir dans différentes. Pardonne-moi, je me souviens de cet épisode maintenant que tu me le remémores, mais on est en 2025 et c'est vrai que 2015 est un petit peu loin. Mais je me souviens que tu as traversé cette période et tu l'as achevé de manière extrêmement propre, comme tu le dis, et respectueeuse des intérêts sociaux et humains notamment. Et tu rentres donc dans le monde. Je rentre et grâce toujours au réseau, grâce à Dominique Dor, qui était à l'époque plus député ou maire d'Aix-les-Bains encore, mais voilà, donc c'est quelqu'un C'est une bonne question. Alors on a un petit peu honte parce que je sais plus, mais Dominique Dor en parle à quelqu'un que je connais très bien qui s'appelle André Payen. Il dit tiens, il y a Marc de Butet qui vient d'arrêter son activité, et André Payen, à nouveau lui, les chemins se recroisent, mais me dit tiens, moi j'ai monté une association dessus, je cherche quelqu'un pour faire du développement, du mécénat sur la partie B2B de l'activité. Et on a fait encore un travail ensemble sur cette magnifique association qui est Ma Chance Moi Aussi, qui donne la chance aux enfants qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables en termes de éducatifs,
qui sont dans des familles pour lesquelles le français n'est pas nécessairement la langue prioritaire et qui parfois ne sortent pas de leur propre quartier à plus de 300 mètres des autres. Et donc André Paillarde a monté une association qui permet justement de les prendre en charge, ces enfants, tout de suite après l'école, et de les ouvrir à d'autres activités, à des activités de jeux culturels, etc., et à côtoyer le monde tel qu'il sera demain. Et c'est une magnifique association pour laquelle donc j'ai œuvré pendant un an, pour packager un peu justement l'offre B2B de cette association, et que j'ai quitté. Et là, je rebelote. Attention, le réseau, c'est pour redire il y a longtemps qu'on parle plus de piston. Je pense que vraiment aujourd'hui dans le monde professionnel, dans le monde dans lequel on veut avoir du lien social, et bien ne pas hésiter à rentrer dans les réseaux, non pas en termes opportunistes, mais pour créer de la richesse et être soi-même plutôt des opportunités plutôt que des opportunités, exactement, et être le maillon d'une chaîne et pas simplement que donner ou que recevoir. Et j'ai, grâce à Marine Cocan, donc dont on parlait tout à l'heure, déléguée générale du MEDEF Savoie, et qui m'avait fait rencontrer un an avant le directeur qui partait à la retraite de l'association qui a conclu ma vie professionnelle, qui s'appelle les Chantiers Valoristes, et qui m'a dit tiens il y a le directeur part à la retraite, est-ce que ça t'intéresse? Et j'avais dit écoute, c'est pas vraiment le moment. J'allais rentrer chez les Chantiers Valoristes, mais je reviendrai vers toi. Et je suis revenu un an après pour prendre la direction grâce à cet excellent président. Là encore un homme incroyable que j'ai rencontré, qui s'appelle François Ollion. Je vais quand même le citer, parce que François Ollion a été militaire de carrière, était officier dans les chasseurs alpins. D'accord. Et au terme de son engagement contractuel, il a monté une entreprise qui existe toujours, qui s'appelle Renfort Cadre, qui est sur les Hauts-de-Chambéry, dans le parc d'activités de Côte-Rousse. Activité qui était un peu connexe à la mienne, puisqu'il s'agit de faire des missions du portage salarial, et qui permet à des cadres de faire finalement une sorte d'intérim, mais du portage sans s'occuper de la partie administrative. Donc François avait créé et développé cette entreprise avec un ami, et il avait, lui, c'est un citoyen écologue, ou je vais pas dire écologiste, mais au bon sens du terme, dans le sens où il est très ouvert à la nature, à la frugalité, à l'environnement, mais de manière intelligente et pas dictatoriale, Et j'ai beaucoup apprécié son engagement. Et il m'a dit, je suis en recherche de directeur. Est-ce que le challenge t'intéresse? Et à partir du moment où il m'a dit qu'il y avait un challenge, j'ai dit oui, ça m'intéresse. Et je suis rentré dans cette belle association des chantiers valoristes pour 5 ans. Et peut-être repréciser quelles sont les activités des chantiers valoristes. Oui, donc, tout à fait, c'est indispensable. C'est pour le moins d'actualité. Et en plus, si tu me permets de l'ajouter, c'est en lien avec les responsabilités bénévoles que tu as exercées et que tu exerces encore au sein de l'association Savoie Expo en tant qu'administrateur, des responsabilités qui sont en lien avec la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, c'est-à-dire, si j'ose dire, des considérations qui sont aujourd'hui absolument essentielles pour, continuer d'être une entreprise qui a droit de citer, en fait. Exactement, et c'est de dire qu'aujourd'hui, plus personne ne peut ignorer que la planète a des ressources qui sont finies, et non pas infinies, comme on en a malheureusement trop souvent l'usage. Et François Ollion et les Chantiers Valoristes m'ont fait prendre conscience de cette finitude et de l'intérêt finalement de ne pas gâcher le peu de ressources qu'on a. Donc les Chantiers Valoristes, c'est une association qui a été créée par Philippe Vachette notamment, et François Ollion et d'autres acteurs en 2005, et dont l'idée c'était de pouvoir accompagner des personnes qui sont très éloignées de l'emploi vers l'emploi durable. Je mets des guillemets, c'est un peu une métaphore pour dire de l'insertion, mais je ne veux pas réutiliser un mot qui est
qui a parfois une acception qui est plutôt pénitentiaire ou judiciaire, etc. Oui. Donc voilà, l'accompagnement de personnes éloignées de l'emploi, on comprend très bien ce que ça veut dire, et de les aider à reprendre un rythme normal, de réapprendre à dire bonjour chef, à regarder sa montre, arriver à l'heure, mettre des équipements de sécurité, respecter des procédures et voilà, petit à petit se réapproprier le monde du travail. Donc c'est la mission première. C'est l'accompagnement de ces personnes très éloignées de l'emploi. Et toutes les activités support, et ça c'était une volonté du conseil d'administration, sont des activités qui sont liées à l'économie circulaire. Voilà. Et dans l'économie circulaire, alors on repense là-dessus, il y a une activité notamment qui est à BC, qui est la revalorisation de matière, notamment le polystyrène, voilà des choses comme ça. On pourrait en parler des heures de ça. Des heures. Mais je vais l'illustrer surtout par un lieu qui est devenu emblématique sur le territoire de Grand Lac, notamment, qui est la recyclerie de Drumette. Voilà. La recyclerie de Drumette a été notre première expérimentation grand public pour mettre au contact du grand public des objets, des matériaux qui pouvaient avoir une deuxième, voire une troisième vie. Aujourd'hui, d'acheter une cocotte minute neuve, entre guillemets, c'est un non-sens environnemental. Oui. Ça consomme de la bauxite, de l'aluminium, du transport, beaucoup d'énergie, etc. Vous la rachetez dans une recyclerie, elle a les mêmes fonctions que quand elle a été créée il y a 20 ou 30 ans. Et donc, je vous enjoins à aller à la recyclerie de Drumette, mais il y en a une également à la Ravoir, à l'Embarcadère, qui est géniale. Une sur les Hauts-de-Chambéry qu'on a créée, qui est voilà. Et donc maintenant, je suis tamponné au réemploi, à la réutilisation, et les chantiers valoristes ont fait vraiment beaucoup d'efforts. Je voulais remercier également le territoire. J'en profite puisque j'ai le micro, l'Esquimau, pour remercier sur le même territoire l'agglo de Grand Lac, qui m'a donné vraiment un gros coup de main, et je remercie Renaud Beretti, qui nous a chaque fois aidés sur tous nos sujets, et son bras armé qui est Edith Beau, qui à chaque fois cherche des solutions pour aider à la fois nos gars et nos collaboratrices pour retrouver cet aspect. Les salariés, des salariés qui sont sur les déchetteries qui sont exploitées par Grand Lac sont des salariés des chantiers valoristes. Et donc il y a vraiment pareil une chaîne et un maillon. Donc ils ne nous ont pas oubliés, au contraire, ce sont vraiment merci Renaud, merci Edith pour ces coups de main, parce que je pense qu'on a une recyclerie exemplaire sur Drumette. Oui, absolument. Qui vient s'ajouter aux recycleries existantes. Et puis, j'allais dire que ce que l'association les chantiers valoristes a créé, elle l'a pérennisé, notamment en lien avec d'autres associations qui sont nées aussi, à titre d'essaimage, si j'ose dire, de cette volonté de faire de l'économie circulaire une économie de référence. Exactement. Et là, on pourra parler peut-être de la matériothèque, qui est la matériothèque, à la Cassine, qui a été créée qui a été co-créée également par les chantiers valoristes et d'autres acteurs comme Trialp, Kayak, l'Ensam et Nantais. Voilà. Tous des acteurs d'ailleurs qui ont porté une autre association dans laquelle j'étais très engagé, qui s'appelle Solucir, qui est une très belle association où les acteurs qui sont autour de la table veulent créer l'économie circulaire comme modèle prépondérant. Voilà, ça c'est important. Merveilleux. Alors, le temps passe très vite, beaucoup trop vite. Il est déjà 19h10. Alors, je propose, si tu veux, que tu nous présentes la dernière de tes activités, probablement celle qui historiquement te tient le plus à cœur. On en parlait tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est celle qui te tient le plus à cœur. Tu as tellement de passions partagées et conjuguées. Mais c'est vrai que tu es rentré dans l'histoire de la Fondation du Bocage il y a... peut dire quelques dizaines d'années. Oui, parce qu'en effet, je vais terminer le quart de siècle. Et c'est à l'occasion du décès d'un des administrateurs que Michel Dantin, ancien maire de Chambéry. On salue Michel Dantin, qui est président de la Fondation. Président de la Fondation, que je remercie beaucoup de m'avoir impliqué dans ce beau projet.
qui est la Fondation du Bocage. Fondation du Bocage, donc, qui a été créée au 19e siècle par Camille Costa de Burgard, dont on parlera beaucoup d'ici peu, puisqu'il va être béatifié le 17 mai prochain à la cathédrale de Chambéry. Sous réserve, voilà, que le conclave à venir ne mette pas tous les cardinaux en panne, mais pour autant ça sera peut-être que partie remise, mais de quelques jours. La béatification est en tout cas non seulement programmée, mais si j'ose dire de manière très précise, puisque toutes les conditions de cette béatification ont été remplies. Exactement. Et là je pense que voilà, c'est un événement auquel l'ensemble des Chambériens, mais surtout des Savoyards, devront auquel ils devront s'associer, car il n'y a qu'une béatification pour en France cette année, et c'est Camille Costa de Burgard. Donc il faut vraiment qu'on en profite, et puis ça fera rayonner également la ville de Chambéry et la Savoie pour à l'occasion de cette béatification. Et je rappelle peut-être juste les œuvres principales de la Fondation. La Fondation du Bocage, c'est une œuvre merveilleuse vraiment qui consiste à donc Camille Costa de Burgard l'avait créée en ce sens, d'être un orphelinat. En quelle année 1800. On doit être en 1860, je pense. D'accord. Oui, tout de suite après l'annexion de la Savoie. Ouais. Son idée première, c'était de recueillir des orphelins à l'époque, et selon l'esprit particulier qu'avait développé notamment Don Bosco, un autre saint italien transalpin célèbre, une technique d'accueil des enfants par la confiance, mais surtout on ne les laisse pas repartir sans qu'ils n'aient un métier. Et donc Camille Costa de Burgard a créé dans son orphelinat un établissement qui permette d'apprendre. Pour lui, c'était l'horticulture, le jardin, tout ce qui gravite autour de la nature. Et donc, aujourd'hui, on a deux activités principales qui sont en effet l'activité de maison d'enfants à caractère social, accueil des enfants qui malheureusement sont aujourd'hui, ou pas malheureusement, mais pas des orphelins de parents, mais qui sont en effet dans des familles en difficulté, qui sont accueillis. Et parallèlement, et en face, donc on a un lycée horticole, qui permet d'avoir des BTS, CAP, toutes sortes de diplômes qui permettent d'avancer dans la vie, avec une serre pédagogique auquel je vous enjoins à venir le 1er mai. Voilà, le 1er mai, c'est la journée porte ouverte. Donc il faut venir à la Fondation du Bocage. On a beaucoup de projets, on a beaucoup de rénovation, et vraiment c'est une œuvre incroyable qui est portée par un conseil d'administration qui est présidé par Michel. Et c'est une vraie économie également. C'est pas personne ne fait l'aumône. On est vraiment dans un système économique, et c'est pour ça que je me permets de le dire dans cette émission qui est économique, et de venir, vous pouvez donner un coup de main en venant acheter vos fleurs, vos arbustes, etc. à la Fondation du Bocage toute l'année, mais en particulier venez le 1er mai, il y a une fête incroyable. Le moins que l'on puisse dire, c'est que là on entre dans une période printanière qui s'y prête, qui est pour le moins, et je peux le dire d'ailleurs parce que nous étions il y a quelques semaines à la réunion de présentation des comptes de la Fondation, mais qui a été l'occasion d'évoquer la future béatification, et on a été invité dans les serres, et on a même eu le privilège de recevoir une plantation. Tout était, j'allais dire, en ordre, préparé, et ça fleurit. Et ça fleurit. Et on recommencera. Voilà. Merci Marc pour cette heure d'échange qui s'achève à 19h15. Voilà, merci Benjamin de cette invitation. Pile poil dans les clous, si j'ose dire. Très heureux de t'avoir reçu. Plein de belles choses pour la suite des événements, même si tu as décidé aussi de t'occuper de toi-même, de ta famille, de tes enfants et nombreux petits-enfants. Combien d'ailleurs ? 13 petits-enfants. Tu disais tout à l'heure que la vie active, tu l'avais apprise assez rapidement, parce que tu as assez rapidement, même très rapidement, été chargé de famille, et c'est vrai que ça a été un apprentissage, j'allais dire, au quotidien. Donc l'entrepreneuriat, finalement tu l'as appris avec pas mal de recul et de détachement, je pense. Exactement.
On se retrouve très vite au mois de mai sur Radio Grand Lac. Ce sera non pas le 1er, non pas le 8, mais donc le 15. Si mes souvenirs sont bons, non, c'est pas le 15, le 17 ? Le 22. Le 22, pardonnez-moi, puisque il y aura une semaine de décalage. Le 15, ce sera une autre émission, une émission sportive. Et donc pour le Grand Bain de l'Écho, ce sera le 22 mai prochain. Pardonnez-moi pour cette approximation. À très vite dans le Grand Bain de l'Écho. Nous, c'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac.